Bonjour Karim Yaoui. Bonjour. Et je le disais tout à l'heure, c'est une signature russe. À chaque fois qu'il y a eu des pas en avant en matière diplomatique, la Russie, dans les heures, dans les jours précédents, ont fait la démonstration de leur force de frappe sur l'Ukraine. Évidemment, et d'ailleurs c'est souvent le cas dans les conflits, au moment où il y a des moments stratégiques de négociation, eh bien les belligérants, ou en tout cas l'un des deux, la Russie, redouble de férocité face à l'adversaire ukrainien. Alors la trêve de l'énergie a été de courte durée, alors évidemment ça met sérieusement en doute la volonté de la Russie de marcher sur le chemin de la paix, mais au-delà du bilan humain, ça a évidemment des conséquences dévastatrices sur la psychologie et l'état psychologique des populations qui vivent sous la menace et sous la terreur. Et évidemment, cette terreur-là, elle est aussi présente pour influencer les négociations et les négociateurs, parce qu'une population qui craque et une population qui cède, ça a évidemment des conséquences sur les négociations. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces attaques, et notamment une attaque en particulier, celle qui a frappé 12 mineurs à Ternivka, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, des mineurs qui étaient à bord d'un bus, marque peut-être quelque chose de nouveau, puisque cet autobus était en train de rouler à quelques 70 km des premières positions russes, et il a été visé par des drones avec un long rayon d'action, des drones qui sont des dérivés des drones Shahed iraniens. Et théoriquement, ces drones, jusqu'à présent, avaient plutôt pour habitude de viser des cibles qui étaient fixes, parce que ces drones étaient préprogrammés, mais les Ukrainiens ont souligné qu'ils avaient probablement utilisé le réseau Starlink d'Elon Musk, ce qui rajoute une dose de complexité à la défense ukrainienne. Alors les Ukrainiens ont demandé à Elon Musk d'intervenir, et il a donc neutralisé, ou en tout cas il a demandé à ce que soient neutralisés les terminaux qui se déplacent à plus de 90 km/h dans le ciel ukrainien. Le problème, c'est que ça a aussi une conséquence sur les appareils ukrainiens qui utilisent Starlink, et du coup les Ukrainiens vont tenter finalement de neutraliser tous les réseaux qui ne leur appartiennent pas dans le ciel ukrainien. Ça va être un élément supplémentaire de difficulté pour l'armée ukrainienne, tout en soulignant qu'il y a aussi un réseau d'antennes qui sont déployées côté biélorusse qui permettent aux Russes de frapper déjà en profondeur. Mais ces antennes, eh bien, les Ukrainiens ont au moins la capacité de tenter de les brouiller, contrairement au réseau Starlink. Alors il y a donc ce contexte et ces discussions qui reprennent aujourd'hui à Abu Dhabi. C'est le deuxième volet de discussions directes qui ont déjà eu lieu il y a quelques jours. Elles ont lieu. Elles ont lieu. Toutefois, elles sont assez mal engagées. Elles sont mal engagées, tout comme ces discussions qui ont eu lieu le 23 et 24 janvier dernier, sans aboutir à une percée diplomatique. Ce second cycle de pourparlers se heurte encore une fois à une difficulté majeure, la question des territoires. On se souvient de Volodymyr Zelensky expliquer du côté du forum de Davos qu'il ne restait que 10% du chemin à parcourir, mais c'est les 10% les plus compliqués. Les Russes veulent toujours Donetsk et Louhansk, c'est deux régions qu'ils revendiquent, mais ils veulent plus, ils veulent tous les territoires de ces régions, même ceux qui sont contrôlés par l'armée ukrainienne. Difficile de l'accepter côté ukrainien, tant les sacrifices humains ont été élevés pour tenter de conserver ces régions. Et ces nouvelles discussions, en plus, interviennent dans un contexte qu'on vient d'évoquer, où les Russes ont frappé de plus belle. Volodymyr Zelensky a expliqué encore une fois que c'était prémédité, que les Russes avaient profité finalement de cette trêve pour rassembler leurs missiles et frapper au cœur de l'hiver. C'était une attaque délibérée. Les Européens, eux, sont extrêmement sceptiques quant à la volonté de la Russie de faire la paix. On a entendu notamment Emmanuel Macron expliquer qu'il ne voyait pas une volonté réelle de négocier de la part de Vladimir Poutine, ou encore Mark Rutte qui était en déplacement du côté de l'Ukraine, qui a eu à peu près les mêmes mots. Bilal Tarabé rappelait dans son reportage à l'instant que l'équipe était la même qu'à la fin du mois de janvier, au même endroit. Il n'y a toujours pas les Européens dans ces discussions. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont hors jeu ?
Alors, ils sont à l'écart de ces discussions autour du cessez-le-feu, mais en même temps, les Européens, c'est un peu grâce à eux que le premier plan qui avait été concocté par les Russes et les Américains, qui était un plan en 20 points, qui n'était en réalité que la rédaction des desiderata russes, a pu être évacué pour un plan un petit peu plus équilibré. Donc au moins, ils sont parvenus à cela. Ils ne sont pas présents pour ces négociations autour d'un cessez-le-feu, donc ils essayent d'imaginer le jour d'après le cessez-le-feu, et un certain nombre de médias, notamment le Financial Times, expliquent que les Européens ont mené des discussions confidentielles en décembre et en janvier qui ont impliqué des responsables ukrainiens, européens et américains pour élaborer un dispositif de réaction graduée face aux potentielles agressions russes si un cessez-le-feu était obtenu, avec différentes étapes. L'infraction initiale provoquerait d'abord un avertissement diplomatique suivi d'une riposte ukrainienne, et puis si les violations persistaient, eh bien des soldats issus de la coalition des volontaires seraient déployés sur le terrain. Donc on réfléchit à des scénarios pour l'après-cessez-le-feu, mais pour l'instant, les Européens sont écartés, des Européens qui se souviennent que les Russes n'ont jamais respecté leurs paroles, notamment lorsqu'ils ont signé les accords de Minsk ou lorsqu'il y a eu ce mémorandum de Budapest au milieu des années 90, où la Russie s'était engagée à respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils réfléchissent à tous les dispositifs qui pourraient garantir le maintien de la paix après un cessez-le-feu auquel ils ne participent pour l'instant pas.